Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à PFO2. Vous êtes extrêmement nombreux à vous être inscrits. Vous êtes plus de 750 participants. On vous remercie de votre participation. Nous accueillons bien évidemment des associés de la SCPI, mais également des partenaires. Et nous utilisons les nouvelles technologies modernes, notamment donc ce webinaire qui nous permet d'échanger ensemble, puisque malheureusement, nous ne pourrons pas nous réunir physiquement pour les assemblées générales, compte tenu de la situation sanitaire. Nous n'avons donc pas nos traditionnelles assemblées générales qui vont se tenir, qui sont toujours un moment privilégié chez Perial pour échanger avec l'ensemble de nos associés. C'est néanmoins ce webinaire un moment pour partager avec vous, vous présenter les bilans et perspectives de votre SCPI, le bilan 2019, les perspectives 2020 et surtout vous parler bien évidemment de l'impact de la crise sanitaire du Covid sur à la fois votre SCPI mais également plus généralement sur le secteur immobilier et ses perspectives. Ce webinaire n'est pas une assemblée générale. L'assemblée générale de PFO2 se tiendra le 17 juillet à huis clos. Vous pouvez d'ores et déjà consulter le rapport annuel qui est en ligne sur perial.com ou dans votre espace privé si vous êtes associé. Et si vous êtes associé également, vous avez dû recevoir par courrier donc ce rapport annuel qui est encore une obligation, l'obligation de vous le communiquer en papier. Vous aurez également les bulletins de vote qui vous permettront également de pouvoir voter par correspondance, à la fois sur l'activité de PFO2 et sur les membres du conseil de surveillance. Et donc, nous vous invitons à voter et à nous renvoyer donc vos bulletins. Si vous avez des questions, nous sommes évidemment à votre disposition et nous vous invitons d'ores et déjà à les poser sur Teams. Et donc, dans ce cas-là, nous pourrons y répondre de manière progressive ou à la fin, donc après l'exposé. En ce qui concerne les participants, donc je suis donc Eric Cosra, président de Perial AM. Je vais vous faire une petite introduction sur notamment la situation de Perial AM et de la SCPI pendant le Covid. Et puis, je laisserai la parole à Yann Vicoq, qui est le directeur du Fund Management de Perial AM, et qui donc vous parlera des bilans et objectifs de PFO2. Puis, Loïc Hervé, donc directeur général délégué de Perial AM, vous parlera de l'asset management et des investissements. Et enfin, nous laisserons la parole à Anne-Claire Barbery, qui est donc le responsable RSE Innovation du groupe Perial et qui vous parlera bien évidemment de notre stratégie et de nos performances environnementales. Et au-delà de l'environnement, nous allons également aborder les questions sociétales de notre secteur immobilier et la position de PFO2 qui entend rester donc leader dans cette démarche extra-financière, mais qui fera donc les performances financières de demain. En ce qui concerne les événements que nous venons de vivre, ils sont inédits, ils ont été avec un impact assez important. Ma première décision au moment du confinement a été de mettre les 220 collaborateurs de Perial en télétravail et de pouvoir continuer à gérer vos fonds. Notre priorité, c'était avant tout la défense des intérêts de nos associés. Et donc, nous avons continué à gérer à distance vos fonds. Nous avons défendu également les intérêts auprès des associations professionnelles et du ministère des Finances qui notamment souhaitaient à ce que les propriétaires fassent un effort significatif sur les loyers des entreprises, des TPE qui étaient en fermeture administrative, ce que nous avons fait pour les très petites entreprises avec 3 mois de loyer. En revanche, nous avons pu négocier avec fermeté et bienveillance sur l'ensemble des autres locataires de manière à défendre vos intérêts et à défendre vos dividendes. Loïc Hervé vous parlera beaucoup plus en détail de notre stratégie sur ce sujet-là. Il fallait également assurer la pérennité des fonds gérés et c'est ce que nous avons également fait donc en vous dévoilant la partie et en assurant en tout cas le dividende annuel. Et là aussi, Yann Vicoq vous présentera effectivement les dividendes. Également, le plan de continuité de l'activité, ça a été la sécurité des collaborateurs sur le plan sanitaire et nous avons pu donc continuer à gérer de manière optimale la performance de vos fonds et la vie de vos fonds
à distance, en étant également présent dans la presse, puisqu'il y avait beaucoup de questions sur l'immobilier et sur les usages du bureau, dont on va vous parler également lors de ce webinaire. Nous sortons de cette crise avec des convictions qui sont renforcées. Nous avions déjà des intuitions sur des grandes tendances qui étaient identifiées. Bien évidemment, la tendance environnementale nécessaire sur laquelle Perial AM est pionnier et sur lequel PFO2 en fait est une SCPI verte et qui pour l'instant n'a jamais été copiée par le secteur et de concurrents, mais également des engagements sociétaux, c'est-à-dire l'usage du bureau, le comportement de nos locataires entreprises et l'implication des immeubles de bureaux dans l'univers urbain et notamment dans la métropolisation. Et donc tous ces secteurs, toutes ces tendances qui déjà se définissaient pendant avant le confinement vont s'accélérer et la crise du Covid-19 a effectivement révélé une accélération de ces tendances. Et enfin, la transformation des comportements et des usages, puisque nous sortons tous de cette crise avec des comportements en tant qu'acteurs économiques ou particuliers, avec des comportements et des usages qui vont profondément changer et modifier donc à la fois la société et l'économie. Et puis également, la bonne nouvelle, c'est que l'immobilier, le placement immobilier et les CPI sortent renforcés de cette crise, puisque nous avons pu constater toujours un volant de souscription et d'épargne et une confiance de nos associés et des clients sur l'épargne long terme, sur les actifs tangibles et de montrer qu'en tout cas que l'immobilier est un secteur extrêmement résilient pendant les crises. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour toutes les questions à la fin de ce webinaire et je laisse la parole à Yann Wittkok. Bonjour à tous. L'objectif dans un premier temps, c'est d'essayer de faire le point sur où en était le marché immobilier avant que la crise du Covid nous frappe. Les fondamentaux de ce marché étaient très sains et très solides sur deux aspects. D'abord, sur le marché de l'investissement, on battait des records chaque année d'investissement en France et en Europe. Et pas uniquement les SCPI. La France était un marché plébiscité par de nombreux acteurs étrangers, présence de nombreux fonds asiatiques, notamment américains, anglo-saxons. Et donc, c'était un marché très solide et très diversifié. Les taux de rendement étaient certes bas, puisque vous avez dû le constater, les taux de rendement de l'immobilier ont baissé depuis plusieurs années, mais les taux longs ayant également baissé, les taux sans risque de l'État français, par exemple, ce qu'on a l'OAT 10 ans ayant très fortement baissé, ce qu'on appelle la prime de risque immobilière, donc la différence entre le taux de rendement de l'immobilier et ses taux sans risque, était aujourd'hui très très élevé, historiquement élevé. Et donc on estimait qu'il n'y avait pas de bulle immobilière et qu'au contraire, le marché immobilier était très sain. Et pourquoi il était très sain, ce marché de l'investissement? Parce qu'il était porté par un marché locatif qui était également très fort. Contrairement à ce qu'on a pu vivre lors de la précédente crise en 2008, où on voyait à l'époque des taux de vacances qui étaient très élevés, les taux de vacances en mars 2020 sur les grandes villes françaises et européennes étaient au plus bas historique. À Paris, on est à moins de 3% de taux de vacances. À Paris, si vous cherchez un immeuble de bureau de plus de 1000 m², c'est quasiment mission impossible toujours aujourd'hui. Dans toutes les grandes villes de France et d'Europe, c'est la même chose. À Nantes, à Lyon, à Amsterdam, à Munich, à Madrid, les taux de vacances étaient historiquement très très faibles. Et donc, on a un marché qui était beaucoup plus sain et mature quand la crise a frappé. De la même façon, le stock d'immeubles en construction est faible comparé à ce qu'on a pu voir en 2008. C'est-à-dire que les promoteurs ont assez peu lancé d'immeubles neufs. Il peut y avoir des suroffres sur certains marchés épisodiquement. On peut penser à Berlin, on peut penser à la Défense à Paris. Mais globalement, sur l'ensemble du marché européen, il n'y a pas de suroffre d'immeubles en construction. Et tout ça va limiter effectivement la problématique des prises à bail dans les années à venir.
Ce qu'on peut dire, c'est que des secteurs également étaient en plein essor, le bureau forcément, mais également la logistique et tout ce qui est hospitalité, donc l'hôtellerie, la santé. C'est des secteurs qui à la fois plaisaient beaucoup d'un côté aux investisseurs et de l'autre qui marchaient très bien en activité locative. Et on avait un secteur du commerce qui était déjà en consolidation autour d'un nouveau modèle où les investisseurs avaient s'en écartaient déjà de plus en plus et avec un système qui se remettait en cause, notamment avec le développement très très fort de l'e-commerce et des grandes plateformes logistiques. Si on passe à la page suivante, ce qu'on peut dire, c'est que quand cette crise a frappé, cette crise elle est d'un genre complètement nouveau. C'est pas une crise immobilière déjà, contrairement à ce qu'on a pu vivre en 2008-2009. C'est une crise exogène qui n'est pas liée à l'immobilier. Et cette crise pour nous, c'est une crise qui est accélératrice de tendance. Loïc vous détaillera ça en détail plus tard. Mais c'est vrai que c'est pas une crise de rupture, mais ça fait que accélérer des tendances qu'on voyait déjà. La tendance vers le télétravail était quelque chose qui existait déjà depuis plusieurs années. Le fait que les entreprises se rapprochaient de plus en plus des villes-centres et des villes faciles d'accès, proches des transports en commun pour s'éloigner des secondes périphéries, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. On voit par exemple en Île-de-France la demande sur la deuxième couronne a baissé depuis 3 ans et les prises à bail sur la deuxième couronne ont baissé depuis 3 ans parce que les entreprises s'étaient recentrées sur les villes-centres. Et cette accélération, elle est valable aussi sur le commerce, puisque, comme je vous le disais, c'était un marché qui était déjà en mutation. Alors, effectivement, la mutation du commerce va s'accélérer avec cette crise, puisqu'on a sûrement des commerçants qui vont avoir du mal à passer la crise pour les plus fragiles d'entre eux. Et donc, ça va restructurer tout ce marché du commerce. Et enfin, sur l'hôtellerie, ça sera également une transformation qui est plus sur une consolidation. Pour nous, l'hôtellerie sera plus sur un choc passager avec une consolidation, avec une disparition des plus petits acteurs et un renforcement des plus grands acteurs. Si on passe à la page suivante, on pourra voir que le vrai impact de la crise du Covid, il est sur la perception des loyers et sur la perception du loyer sur le deuxième trimestre. Loïc vous présentera un bilan pour PFO2 des demandes qu'on a eues et comment on les a traitées. Mais globalement, l'ensemble des propriétaires ont eu des demandes sur des reports de loyer. Essentiellement, il faut rappeler que la loi n'a uniquement imposé des reports de loyer et non pas des annulations de loyer. Et que ça a forcément un impact sur les résultats des SCPI et des fonds immobiliers. Ces loyers, en général, sont reportés sur le T3 et le T4. Et Loïc vous dressera un bilan de la situation pour PFO2. Cette crise, elle a forcément un autre impact, c'est la diminution des prises à bail sur le bureau, tout simplement parce que la situation s'est arrêtée pendant 4-5 mois. Les utilisateurs ont tout arrêté, mais c'est vrai dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté également de partir. On a des locataires qui devaient partir sur PFO2 et qui nous ont dit au final qu'ils sont en train de négocier pour rester parce que dans une période d'incertitude comme aujourd'hui, les locataires ont tendance à se figer et à ne rien faire pour ne pas pour voir comment va évoluer l'avenir. Donc c'est quelque chose qui peut aussi bénéficier à la SCPI. On avait jusque-là des valeurs locatives qui étaient en hausse, dû effectivement à ces phénomènes de vacances très basses. Il y avait de la tension sur les marchés locatifs et donc ça a amené une augmentation des loyers. On pense que la situation va être contrastée suivant les secteurs, c'est-à-dire des loyers qui vont stagner, voire légèrement augmenter sur les meilleurs secteurs et des risques de baisse de loyer sur les secteurs plus difficiles où les entreprises ne voudront plus aller. On peut passer à la slide suivante. Et donc, ce qu'on peut conclure, c'est que l'immobilier, en temps de crise, a toujours été une valeur refuge.
dans les crises qui n'ont pas été d'origine immobilière. Si vous prenez toutes les crises qui ont lieu depuis un siècle, toutes celles qui qui n'étaient pas d'origine immobilière, l'immobilier a toujours joué un rôle de valeur refuge parce que la sécurité de la pierre est toujours très importante. Ce qu'on peut dire également, c'est que au point de vue investissement, ce qu'on voit déjà depuis le mois de mai-juin, c'est que les acteurs se concentrent de plus en plus sur les actifs les plus sécurisés, c'est-à-dire les actifs les mieux situés, proches des transports en commun, proches des centres-villes, avec des locataires solides et des actifs neufs, flexibles, aux normes environnementales les plus strictes, parce que tout le monde est conscient que ce sera les actifs qui seront les plus plébiscités demain. Et donc sur ces actifs-là, on ne voit pas les prix baisser et on ne voit pas les taux augmenter. Ce qu'on peut voir sur les derniers appels d'offres de juin, sur ce genre d'actifs, les taux devraient se maintenir à leur niveau actuel. Par contre, on anticipe une remontée des taux de rendement sur les actifs les plus risqués et les plus exposés. En bureau, ce seraient des actifs qui seraient en seconde couronne ou en périphérie lointaine des villes-centres. Et, c'est également les actifs qui sont sur des catégories plus risquées, comme le commerce ou comme pourrait l'être l'hôtellerie de petits hôtels. Ce qu'on peut dire également quand même, il faut le noter, c'est que la situation a été très différente dans nos pays voisins. Vous savez que PFO2 aujourd'hui a investi presque à 20% en Europe, avec une majorité de ces investissements à l'étranger qui sont en Allemagne et aux Pays-Bas. Et en Allemagne et aux Pays-Bas, la crise a été quand même moins forte, notamment sur la partie demande locative, puisque cette demande de report de loyer, ça a été un débat assez franco-français. On n'a quasiment pas de locataires allemands ou néerlandais qui sont venus nous demander des reports de loyer. Ces débats n'existaient pas, ou alors quand ils l'ont fait, ils proposaient dès le départ un étalement. Ils ne sont pas arrivés en disant on ne paiera pas notre loyer. C'était vraiment dans le pure négociation pour les aider à passer la crise. Donc cette exposition à l'Europe est un vrai plus pour PFO2 pour pouvoir passer cette crise. Et enfin, vous rappelez que Perial Asset Management a maintenant plus de 50 ans, existe depuis plus de 50 ans. On gère des SCPI depuis plus de 50 ans et qu'on s'est toujours adapté aux différentes crises et qu'on a su s'adapter aux évolutions du marché pour vous délivrer une performance durable. Et donc, cette crise va amener des évolutions du marché, mais on est confiant sur le fait de pouvoir adapter PFO2 pour pouvoir proposer des immeubles qui soient les meilleurs possibles et les plus attractifs possibles pour les locataires. Je vais passer la parole maintenant à Loïc qui va vous faire un débrief de la situation sur où en est le marché de bureaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je propose de passer à la slide suivante. Effectivement, nous entendons beaucoup de choses sur le bureau, sur l'avenir du bureau aujourd'hui, lié bien entendu à une utilisation massive du télétravail pendant la crise sanitaire que nous venons de connaître. On souhaite réaffirmer d'ores et déjà que pour nous, le bâtiment de bureau est au cœur de la réinvention de notre société, de notre économie. La crise sanitaire a entraîné un télétravail forcé, je l'ai dit, 5 jours par semaine. Ce n'est pas réellement du télétravail. Le télétravail a permis et nous a permis nous-mêmes, chez Perial, de pallier à une situation particulièrement compliquée. Mais au final, et après 2 mois de confinement de l'ensemble de nos collaborateurs et des collaborateurs de nos clients locataires chez eux, la pertinence du bureau, la nécessité du bureau
capacité de travailler de plus en plus aujourd'hui dans les transports, mais également dans les tiers-lieux, sous forme d'espaces de coworking, mais de diverses formes aujourd'hui. Et donc ce nomadisme s'accroît pour intensifier, je dirais, l'usage, des temps de transport, mais le bureau reste au cœur de ces 3 temps du travail et pour nous a toute sa place. En revanche, il faut le noter, le bureau évolue très fortement post-confinement. C'est un accélérateur de tendances et avec 4 tendances que nous voulons mettre en avant sur cette présentation. Tout d'abord, en premier lieu, le bureau comme un lieu de service. On sort un petit peu d'une approche purement de mètres carrés pour aller dans une approche d'utilisation, d'usage. C'est une tendance de fond dans tous les secteurs d'activité. C'est également une tendance de fond en bureau. Donc les services au sein de l'immeuble sont très importants. La qualité et la porosité de l'immeuble avec son environnement immédiat est quelque chose de très important aussi. Donc la situation de l'immeuble plus que jamais, des services au sein de l'immeuble et également la capacité de l'immeuble à s'ouvrir aux services autour de l'immeuble. La qualité des espaces informels et l'aménagement des bureaux autour du flex office est également un critère clé aujourd'hui pour nos utilisateurs de bureaux. Et puis, un autre point très important, et plus que jamais, je pense que la crise et la situation des différentes entreprises aujourd'hui va bien le mettre en avant. Nos preneurs demandent de la souplesse au niveau des contrats de location, mais également de la flexibilité dans les usages et les aménagements des bâtiments, ce que permet d'être très bien le flex office d'ailleurs, hein, puisque vraiment on a la possibilité de réaménager et de s'adapter aux organisations en continu, de la flexibilité pour prendre des mètres carrés en plus, en moins, des déplacements sur certains immeubles, bref, ce que peut offrir une société comme Perial Asset Management avec un parc sous gestion de plus d'1 500 000 mètres carrés. La deuxième tendance de fond, Anne-Claire Barbery vous le détaillera plus sur la partie ESG. Pour la partie bureau et d'un point de vue environnemental, c'est un bâtiment sobre. C'était déjà une évidence, c'était une évidence pour Perial et pour PFO2 depuis plus de 10 ans, avec une anticipation de l'application du décret tertiaire qui est rentré récemment en application et qui fixe maintenant des objectifs très clairs à horizon 2030, 2040, 2050 pour aller vers une société décarbonée et pour anticiper la fin de l'énergie fossile. Très clairement, notre responsabilité dans la conception de nos bâtiments, dans l'acquisition de nos bâtiments, mais également dans la conduite de l'exploitation des bâtiments est clé pour accompagner cette tendance de fond, de l'achat d'énergie verte, des faibles consommations énergétiques sur nos immeubles, voire certains bâtiments producteurs d'énergie, la gestion des déchets, le recyclage, tout le cycle de vie des matériaux que nous entrons sur nos actifs, ce sont des facteurs essentiels dans la tendance de fond des bureaux aujourd'hui. Le troisième point, et c'est un point fondamental pour affirmer tout l'intérêt du bureau dans l'avenir, le bureau, c'est un hub social. C'est la capacité des entreprises de réunir dans un même lieu l'ensemble de leurs collaborateurs, mais également leurs clients, leurs partenaires. C'est un lieu et le lieu crée le lien. Et c'est donc un espace qui va permettre de sociabiliser, mais également de créer. On a vu que c'était très difficile de créer et d'assurer de la créativité des collaborateurs à travers des visioconférences. C'est un lieu qui permet d'assurer la célébration des succès de l'entreprise, mais c'est un lieu également qui permet de travailler sur la stratégie de l'entreprise et c'est un lieu qui incarne l'image de l'entreprise. C'est un lieu inclusif dans le sens où c'est un creuset d'échange qui réunit l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau de qualification. Donc c'est un lieu qui est essentiel pour faire société. Et puis enfin, la dernière conviction que nous réaffirmons également par rapport au bureau, c'est l'attractivité renforcée des métropoles. Yann Wittkog vous en a parlé juste avant, très clairement, on a cette stratégie depuis longtemps chez Perial d'investir dans les métropoles. On croit à ce phénomène de métropolisation et je pense que très sincèrement, la crise le renforce encore, en sens où c'est bien la métropole qui permet la sociabilisation, j'en ai parlé, mais également la mixité des usages qui est aujourd'hui un sujet qui est très plébiscité, en particulier
par les jeunes générations aujourd'hui qui veulent rentrer dans les entreprises. Donc la capacité d'être à moins de 10 minutes d'un transport propre, une connectivité à un très haut débit en termes de connectivité, la possibilité d'accéder à de l'éducation, à de la culture, à de la santé, c'est ce qui entraîne la concentration des emplois et des richesses. C'est un phénomène qui existe depuis longtemps et qui continue à se renforcer aujourd'hui et qui, je crois, assure la pertinence de l'implantation des bureaux que nous achetons sur l'ensemble de nos fonds chez Perial Asset Management. Enfin, dernière slide sur le sujet, la crise accélère une tendance qui était un petit peu en gestation. Donc, on parlait bien entendu de smart building, d'immeubles intelligents, d'immeubles digital connectés, d'immeubles avec, j'en ai parlé, beaucoup de services et beaucoup de porosité avec son environnement. Mais on glisse aujourd'hui très clairement, et c'est une demande bien entendu plus que d'actualité, sur le safe building. La tendance était émergente sur le wellness, sur la prise en compte de la santé au sein des bâtiments à travers la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les émissions de composés organiques volatiles des matériaux entrant sur l'aménagement des bureaux, mais également le mobilier. Tout ça participe au bien-être, à la créativité des collaborateurs, la qualité de l'éclairement, l'alimentation dans les restaurants interentreprises, la capacité de donner des services autour du sport. Il y a un certain nombre d'études qui sont de plus en plus d'ailleurs importantes aujourd'hui et qui démontrent clairement qu'il y a une amélioration de la productivité des collaborateurs quand ils sont sur un bâtiment sain, indépendamment de la demande bien entendu essentielle de rassurer les utilisateurs sur l'aspect santé des bâtiments. Perial, d'ailleurs, sur ce sujet-là, expérimente sur son siège social un nouveau label WELL en France pour travailler à décliner cette marque de fabrique sur ses immeubles. Et Anne-Claire Barbery va vous détailler maintenant, à travers les enjeux ESG de PFO2, cette politique RSE d'ensemble que nous menons depuis maintenant plusieurs années. Merci Loïc. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, Loïc vient de l'expliquer, de projeter la vision de Perial AM sur l'immobilier de demain. Effectivement, si on regarde plus en détail, finalement, l'immobilier est au cœur d'enjeux assez clés de notre société aujourd'hui. Donc, on l'a mentionné, l'enjeu de santé, puisqu'aujourd'hui, citadins, donc, qui représentons la majorité de la population mondiale, on passe la majorité de notre temps, 90% de notre temps, à l'intérieur des bâtiments, qui est devenu notre nouvel habitat naturel et qui, comme Loïc l'a expliqué, impacte notre état de santé physique, mental et social. D'autres enjeux, évidemment, l'enjeu climatique, l'enjeu carbone, puisque le secteur du bâtiment et de la construction sont responsables de près de 40% des émissions de carbone liées à l'énergie. Des enjeux également liés à la démographie, l'enjeu de pouvoir accueillir toutes et tous au sein des bâtiments, liés également à l'évolution de ces usages-là. Un enjeu qui est lié aussi à la biodiversité, puisque on peut le constater que la vitesse de perte de biodiversité est beaucoup plus supérieure que la vitesse d'extinction normale, ce qui pose énormément de questions en termes d'écosystème également. En termes de digital également, ce qu'on peut mentionner, c'est que le bâtiment est au cœur de cette transformation digitale, puisqu'il accueille de plus en plus d'objets connectés et donc doit se poser la question du rapport entre les utilisateurs et ces objets connectés. Et enfin, un enjeu qui est également clé, qui est lié au sujet climatique et biodiversité, l'enjeu de résilience climatique, puisqu'on le voit aujourd'hui, il y a une accélération des phénomènes climatiques extrêmes, séismes, inondations, tsunamis, mais également dans nos régions canicules ou grand froid. Et ces éléments-là ont des impacts majeurs sur l'immobilier, que ce soit à l'échelle physique, mais à l'échelle également d'usage, pour nous assurer finalement que les conditions de vie, de travail dans ces bâtiments-là sont bien respectées et ne sont pas trop impactées par ces phénomènes majeurs. Alors, ce qui est assez enthousiasmant, c'est que Perial Asset Management participe à résoudre en fait tous ces sujets-là. Alors comment ? En créant de la valeur sur le long terme
pour nos clients. En valorisant le patrimoine et en le rendant vertueux et résilient, en travaillant avec l'ensemble de nos clients et de nos partenaires, de nos investisseurs et de nos épargnants sur cet enjeu d'usage, et en participant également à créer une dynamique positive en termes économiques à l'échelle des territoires dans lesquels le patrimoine est implanté. Ça, c'est vraiment notre vision de création de valeur par le levier de l'immobilier. Alors, si on passe à la slide suivante, on peut voir finalement que les résultats extra-financiers de PFO2 sont intéressants. Évidemment, PFO2 a une stratégie environnementale qui est définie de manière très forte avec des objectifs chiffrés et engageants depuis 2009. Ce qu'on peut noter pour l'année 2019, ce sont la réaffirmation de la qualité, du sérieux et de la transparence de la stratégie environnementale de PFO2. On peut citer le renouvellement de la certification ISO 50001 pour la méthodologie de gestion de l'énergie des actifs de PFO2. Également, la note A renouvelée au principe de l'investissement responsable de l'ONU pour la deuxième année consécutive et qui valorise en fait notre démarche ESG. Il faut savoir que 100% des actifs de PFO2 aujourd'hui sont cartographiés selon leurs caractéristiques ESG. Donc, ont une note sur 100 qu'on pilote et qu'on fait évoluer, qu'on améliore au fur et à mesure du temps. Et à l'échelle des actifs, cela se traduit également par 2 points qu'on peut mentionner, qui sont des objectifs et des performances qui ont été acquises grâce à l'expertise interne de nos équipes. Le fait de pouvoir avoir aujourd'hui 84% des actifs de bureau qui sont alignés sur les premières dispositions du décret tertiaire. Alors Loïc l'a mentionné, le décret tertiaire, c'est un décret qui vient d'être publié, dont la mécanique est assez similaire à celle qui a été définie en 2009 pour PFO2. Et évidemment, il y a un travail assez considérable pour aligner parfaitement les actifs sur ces exigences-là. Le travail est évidemment très bien engagé du fait qu'on travaille sur cette logique-là depuis 2009. Et enfin, un point intéressant également à noter, c'est que 41% des actifs de bureau sont certifiés selon leur performance environnementale pour PFO2, certifications qui sont acquises soit au moment de la construction, de la rénovation de l'actif, soit sur sa période d'exploitation, ce qui valorise en fait la qualité à la fois intrinsèque du bâtiment, son exploitation et également son usage. Et c'est bien en travaillant avec les équipes d'exploitation et les locataires qu'on arrive aussi à aligner les actifs de PFO2 sur les objectifs que l'on s'est fixés. Si on passe à la slide suivante, ce qu'on souhaite également vous communiquer, c'est que bien que les engagements de PFO2 soient très engageants, très forts, on souhaite évidemment pas s'arrêter là. Donc vous avez peut-être déjà pu le constater, nous avons publié un plan climat en 2019 qui fixe des objectifs extrêmement précis, notamment sur les fonds, pour les engager dans une stratégie bas carbone. Donc évidemment, PFO2 est aligné donc à horizon 2030 sur une stratégie bas carbone, ce qui se traduit par un certain nombre d'actions à l'échelle de l'actif et également avec un certain nombre de partenariats qu'on est en train de développer pour notamment, par exemple, travailler sur l'enjeu de mobilité décarbonée. Comment je permets d'accueillir dans les meilleures conditions les personnes qui souhaitent arriver sur leur lieu de travail en vélo notamment. D'autres projets sont en cours. On peut citer notamment une cartographie de la performance de la biodiversité des actifs, c'est-à-dire qu'on va comprendre comment les actifs permettent de contribuer à la préservation et à l'amélioration de la biodiversité locale. C'est pour nous un enjeu extrêmement fort. Également, on l'a vu, aujourd'hui, le bâtiment de bureau se traduit plus vers un enjeu de service. Donc, par exemple, de voir comment on peut travailler sur la multiplicité des typologies d'espace, sur des sujets de services type conciergerie, espace de sport, etc., etc. Donc, ça peut se décliner de manière assez forte. L'enjeu est de pouvoir
coller l'offre de service aux besoins des locataires. Et donc ça, c'est un travail également que l'on mène pour cartographier les services et pour voir ce qu'on peut compléter dans la gamme. Une réflexion également sur l'occupation temporaire des surfaces vacantes avant restructuration, qui est là un enjeu également plus social et sociétal pour voir comment finalement des surfaces qui ne seraient pas utilisées pourraient l'être par des organismes qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir accéder à ce type d'offres classiques. Et évidemment, la démarche d'investissement responsable, PFO2 souhaite être une des premières SCPI à être labellisée ISR immobilier. Et dans ce cadre-là, un très gros travail est mené pour donc cartographier encore une fois chaque actif selon les performances ESG et d'avoir une logique de plan d'action d'amélioration des actifs pour les aligner sur les exigences du label. Donc ça, c'est un travail qu'on mène actuellement. Le label n'est pas encore publié, devrait l'être très prochainement. Et en tout cas, nous nous préparons pour être parfaitement prêts au moment où il sera publié. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à Yann maintenant qui va poursuivre la présentation. Merci Anne-Claire. On va maintenant aller en détail sur les performances de PFO2. PFO2, l'objectif de PFO2, c'est toujours d'être la SCPI leader du marché sur le développement durable. C'est une SCPI de bureau qui investit dans les grandes métropoles françaises et européennes. Loïc vous l'a rappelé, on a des convictions fortes sur le fait que l'économie aujourd'hui se concentre et la crise va accélérer, va continuer à se concentrer sur les grandes métropoles françaises et européennes. Et donc, PFE2, l'objectif est d'investir dans des immeubles de bureaux récents, aux normes environnementales les plus strictes, qui seront les bureaux plébiscités par les locataires de demain. PFO2, si on passe à la slide suivante, est une SCPI qui est sur une dynamique très bonne, puisque vous aviez dû le constater, nous avons augmenté les dividendes sur PFO2 depuis 3 ans. Nous sommes passés de 8,60 € de dividendes en 2017 à 8,75 € en 2018 et à 9 € en 2019. Et nous avons également augmenté la part de 1% au cours de l'année 2019. J'ai vu une question passer sur le fait de savoir si la performance environnementale crée de la valeur pour la SCPI. La réponse est oui. Si vous comparez à la moyenne du marché, la moyenne du rendement des SCPI bureaux l'année dernière était à 4,28%. La moyenne de PFO2, vous le voyez, l'année dernière a délivré un rendement de 4,61%. C'est vrai que quand on a créé PFO2 il y a 10 ans, on nous demandait si ça coûterait pas cher de mener toutes ces actions énergétiques sur les immeubles. Ça coûte forcément de l'argent, mais ça a forcément un avantage d'un point de vue attractivité locative des immeubles, et la performance et cette dynamique de performance le prouvent bien. Et nous avons augmenté non seulement les dividendes distribués depuis 3 ans, mais nous avons augmenté également les résultats, ce qui nous a permis de mettre des réserves de côté. Nous avions conscience d'être dans un cycle du marché qui était plutôt haussier, plutôt au sommet. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir mettre un peu de réserves de côté pour pouvoir les utiliser pendant les moments difficiles. Vous voyez qu'on a 45 jours de report à nouveau sur PFO2 à la fin 2019. Bien évidemment, si nous avons besoin d'utiliser ces 45 jours, nous les utiliserons au T3 ou T4 pour compenser d'éventuelles pertes de loyer. Et c'est une SCPI qui utilise la dette également de façon raisonnable. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est endetté seulement à 17%, avec un taux d'intérêt moyen qui reste relativement bas et une durée moyenne de 4,3 ans. L'objectif est de continuer à investir dans des immeubles les moins risqués possibles en utilisant un petit peu de dette pour améliorer la performance de la SCPI. Si on passe à la place suivante, vous verrez que PFO2 est toujours plus que jamais dans le top 10 des plus grosses SCPI en France. On est aujourd'hui à quasiment 2,4 milliards à la fin 2019.
et on a dépassé ce chiffre au 1T avec les acquisitions que nous allons vous présenter un peu plus tard. Un patrimoine qui se comporte bien puisque les valeurs d'expertise étaient en augmentation de plus de 2% l'année dernière. Et enfin, des valeurs de reconstitution, vous voyez, qui sont supérieures au prix de la part de PFO2, ce qui est un bon signe sur la solidité de PFO2. PFO2 est une grosse SCPI et donc une SCPI beaucoup plus résiliente, solide de par la diversité de sa base d'immeubles et de sa base locative. On va passer à la slide suivante sur la composition du patrimoine. Depuis 2017, on a effectué un gros changement sur PFO2. Donc, vous voyez bien déjà que ça reste une SCPI de bureau. On a un petit peu de commerce et d'enseignement, mais c'est majoritairement des lots qui sont au pied des immeubles de bureaux que nous avons achetés. L'objectif est vraiment d'en faire une SCPI de bureau. Et une SCPI de bureau concentrée sur les grandes métropoles européennes. Et donc, vous voyez que depuis 2017, nous sommes passés maintenant à quasiment 20%, à 18% en Europe, sur les grandes économies européennes, Pays-Bas et Allemagne. Notre objectif, c'est vraiment d'augmenter cette part, tout en restant majoritairement en France, mais d'approcher les 30 à 40% dans les années qui viennent d'exposition aux pays européens. Des pays de la zone euro uniquement, puisque j'ai vu la question passer également. L'objectif n'est pas de prendre de risque de change aux associés, et donc, puisque les SCPI n'ont pas le droit de se couvrir, et donc nous allons uniquement sur la zone euro. Sur les acquisitions du premier trimestre, pour arriver sur les acquisitions 2019, je vous invite à aller voir dans le rapport annuel, nous les détaillons et vous verrez que nous n'avons acheté que des immeubles très récents situés dans des grandes métropoles européennes et tous loués à des locataires de premier plan. Et il en est de même en 2020. Vous voyez que la collecte s'est très bien comportée au premier semestre. Nous sommes à un peu plus de 120 millions de collectes au premier semestre. Nous avons déjà signé 100 millions d'euros d'actifs, donc pas de retard pour l'instant sur la collecte, avec des immeubles très récents. Un immeuble qui est le siège de Orange à Rennes, dans la ville de Cesson-Sévigné, donc à l'entrée de Rennes, à l'est de Rennes, qui est le pôle de bureau historique de Rennes. C'est un immeuble qui a été livré en novembre et que nous avons donc acheté en janvier dès sa livraison et qui est loué pour 9 ans ferme à Orange, qui est un locataire très solide et qui pourra passer la crise sans encombre. Un immeuble situé aux Pays-Bas, à Utrecht, qui est loué intégralement à la société Deloitte, une société d'audit, une société internationale très solide également. Et enfin, un immeuble situé sur le RER de Rueil-Malmaison, donc dans la proche banlieue parisienne, un immeuble qu'on a acheté avec PF Grand Paris, puisque c'était un immeuble de taille importante, et qui est 100% loué à de très bons locataires, la Matmut, Néopost, pour une durée longue, plus de 5 ans de durée résiduelle moyenne des baux sur cet immeuble, et qui a été intégralement restructuré et qui est labellisé. Donc un immeuble qui correspond très bien à PFO2. On a également continué les arbitrages, puisque vous voyez que déjà depuis le 1er janvier, nous avons vendu pour 34 millions d'immeubles qui sont sous exclusivité. Les promesses devraient être signées pendant l'été afin qu'ils soient vendus avant la fin de l'année. L'objectif est à chaque fois de pouvoir vendre les actifs dont on est arrivé au bout de la démarche sur ces immeubles. Je vais passer la parole à Loïc et Hervé qui va vous parler maintenant de l'occupation de ces immeubles. Merci Yann. Concernant l'activité locative de votre fonds, donc un chiffre à retenir, 94% de taux d'occupation réel. C'est le fruit du travail en termes de positionnement des bureaux indiqués précédemment par rapport à la demande locative. Aujourd'hui, nous avons des actifs qui sont très bien orientés en termes d'aménagement, en termes d'emplacement, en termes de verdissement également. Et c'est ce qui va faire la différence dans les prochaines années, clairement, pour maintenir des taux d'occupation
physique très important sur l'ensemble de nos fonds. Le taux d'occupation financier, lui, reflète l'intégration des franchises de loyer. Vous le savez, c'est quelque chose d'assez traditionnel en immobilier en France, en immobilier entreprise, d'octroyer des franchises de loyer qui sont en général, qui plus est, concentrées sur les premiers trimestres. Pour autant, le taux d'occupation physique des immeubles est bien de 94%. Autre point important, et dans une période d'incertitude, c'est toujours un chiffre important à relever, nous avons une durée résiduelle ferme de nos contrats de location de 3,6 années, donc pas de risque de départ massif des locataires et bien entendu un travail permanent des équipes d'asset management de Perial pour anticiper les breaks des locataires, renouveler, renégocier les contrats de location en permanence pour maintenir ces chiffres à ce niveau ou les augmenter. Page suivante pour dresser un état assez rapide du portefeuille de locataires. Donc, il est diversifié, il est solide. Vous le savez, nous sommes constitués à plus de 90% de bureaux et situés dans des grandes métropoles européennes. C'est notre conviction en termes d'attractivité de bureaux pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons diversifié nos loyers puisqu'aujourd'hui 18% des loyers sont perçus à l'étranger, ce qui permet également de diversifier les risques par rapport aux différentes économies, et nos actifs sont majoritairement situés pour la partie de diversification à l'étranger en Allemagne et aux Pays-Bas. Nous avons également une part significative de notre parc qui est constituée de très grandes entreprises ou d'entreprises de taille très significative qui potentiellement sont plus résilientes dans ce type de période. À noter également, et nous avons souhaité avant la crise du Covid, et nous le suivons attentivement depuis, faire un scoring avec un partenaire Dun & Bradstreet de l'ensemble de nos clients pour s'assurer de leur solvabilité. Et vous voyez que nous avons un risque faible, voire très faible pour 83% du portefeuille de locataires, qui est donc très résilient avant d'entrer en période de turbulence que nous connaissons aujourd'hui, avec également, il faut le noter, une diversification très forte des 25 plus gros locataires qui ne représentent que 38% des loyers, et avec des noms que vous connaissez, qui sont solides. Ce qui est important de noter également, c'est que nous sommes dans des secteurs diversifiés, de la banque, mais également du service, de l'industrie, de la mutuelle, du coworking. Le Landesen, c'est une dizaine d'actifs loués à la région des Seines en Allemagne, donc des locataires diversifiés qui présentent donc une répartition du risque clairement diluée. Un point important et qui fait l'objet de nombreuses questions à l'heure actuelle est le sujet de l'encaissement des loyers, bien entendu, qui est un sujet fondamental du deuxième trimestre. Rappelez d'abord sur votre fonds que à peu près un tiers des locataires nous ont fait une demande spécifique, donc les deux tiers ne sont pas venus vers nous avec une demande. Et sur le tiers des locataires qui nous font une demande, globalement, le traitement est le suivant. Nous essayons dans un premier temps de les accompagner sur des mensualisations. Alors, il peut y avoir quelques refus pour des demandes abusives, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Bien entendu, on fait une analyse très très précise de leur situation. Donc, quelques refus. Si clairement leur situation le justifie, on essaye de les mensualiser dans un premier temps, donc ça n'a pas d'impact sur les fonds. Si la mensualisation n'est pas suffisante, nous travaillons avec eux pour mettre en place des échéanciers de report de loyer essentiellement sur le troisième trimestre et le quatrième trimestre de cette année pour les accompagner dans leur redémarrage d'activité. Quand le sujet n'est pas suffisant également, on peut octroyer des franchises de loyer. Et systématiquement, quand nous rentrons sur le débat des franchises de loyer, en contrepartie, nous travaillons à rallonger la durée des contrats de location de façon à soutenir les valeurs d'expertise des actifs immobiliers. Donc la contrepartie d'une franchise, pour faire simple, un mois de loyer équivaut en règle générale à une année de durée ferme de contrat de location en plus. Donc
pour aboutir aux chiffres suivants à l'heure actuelle sur PFO2, rappelez d'abord que le taux d'encaissement à date au premier trimestre est de 98% sur PFO2 et indiquer également que au deuxième trimestre, nous avons d'ores et déjà traité 90% des loyers de PFO2, 80% en encaissement direct et environ 10% en report contre un protocole d'accord signé avec le locataire sur un étalement sur le troisième et le quatrième trimestre de cette année, donc sans impact sur les performances annuelles du fonds. Je rappellerai également, puisqu'on a parlé des annulations de loyers pour les très petites entreprises soumises à une fermeture administrative pendant la période de confinement, et ça correspond à des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et moins de 10 salariés. Les annulations de ces TPE ont représenté 0,9% du quitancement trimestriel du fonds. Et enfin, les franchises octroyées à date représentent 4% du quitancement du deuxième trimestre. Ces franchises, comme je l'indiquais précédemment, font l'objet de rallongement de durée de contrat de location pour soutenir la valeur d'expertise en fin d'année de ces actifs. La force de Perial Asset Management, je pense, dans la période, parce que vous le voyez que ça représente quand même pas mal de négociations, 192 négociations sur ce fonds, c'est d'avoir des équipes d'asset management et de gestion également totalement intégrées, donc 25 personnes qui ont l'habitude de discuter directement avec les clients locataires pour leur apporter une solution sur mesure. Notre intérêt mutuel partagé, c'est de les faire redémarrer dans les meilleures conditions pour qu'ils restent à très long terme sur notre parc immobilier. Yann, tu peux enchaîner sur les perspectives de dividendes. Yann Wittkok. Ah, excusez-moi, je n'avais pas démarré mon micro. Merci Loïc. Compte tenu de tout ce que vient de vous dire Loïc et des impacts sur les loyers, nous avons revu notre fourchette de dividendes que nous avions indiquée dans notre bulletin trimestriel du premier trimestre. Elle reste très bonne puisque vous voyez que nous mettons en haut de la fourchette le dividende de l'année dernière de 9 euros. Donc aujourd'hui, nous prévoyons une fourchette prévue entre 8 et 9 euros pour le dividende 2020 et nous sommes très confiants de pouvoir délivrer ce dividende. Nous avons versé 2,10 euros au premier trimestre. Le deuxième trimestre vient de se finir. Donc, il est un tout petit peu trop tôt. Nous saurons la semaine prochaine ce que nous pourrons verser au deuxième trimestre, mais compte tenu de ce que nous voyons et des impacts qui sont très limités sur PFO2, qui est une SCPI résiliente, nous sommes confiants de pouvoir délivrer d'ici la fin de l'année un dividende qui se situera plutôt dans le haut de cette fourchette. On peut passer à la suite. L'objectif donc pour PFO2 demain, c'est de rester la SCPI leader, le fonds immobilier leader en matière de développement durable, de continuer à investir dans les bureaux des grandes métropoles européennes. J'ai vu une question passer effectivement sur le fait de savoir si la métropolisation était continuée à être pertinente, parce qu'effectivement on entend beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent partir vivre dans des villes moyennes ou aller plus vers la campagne. Le vrai sujet, c'est un sujet de tissu économique. Il peut y avoir un souhait des populations de partir, mais les entreprises ont besoin d'un bassin d'emploi important, et les entreprises surtout que vise PFO2. PFO2 a des gros immeubles ou a des gros locataires essentiellement, et donc ce type d'entreprise a besoin de bassins d'emploi importants. Certes, les gens pourront sortir un peu des villes et aller vivre un peu à l'extérieur, mais on pense que les villes-centres, puisqu'elles sont toujours les mieux desservies en transport en commun, notamment les mieux desservies par le train, seront toujours les villes plébiscitées par les entreprises, parce qu'une entreprise n'aura pas tous ses salariés qui vivent dans la même ville. Donc la métropolisation, pour nous, c'est quelque chose auquel on pense toujours, on croit toujours fortement. C'est quelque chose qu'on a sur lequel on s'est développé très fortement ces dernières années et sur lequel on va continuer. Les grandes villes françaises et européennes seront toujours des pôles d'attraction dans l'économie de demain.
Et l'objectif également, c'est d'aller toujours plus loin sur la partie développement durable pour PFO2. Comme Anne-Claire vous l'a dit, donc obtenir le label ISR immobilier dès que celui-ci sera sorti, et aller vers une réduction des émissions de carbone de PFO2, parce que le but ultime de réduction des consommations d'énergie, je vous rappelle que le but de PFO2, c'est de réduire de 40% les consommations d'énergie, que ce soit électricité ou gaz, et de 30% des consommations d'eau dans les 7 ans suivant l'acquisition de l'immeuble. Le but de tout ça, c'est bien évidemment de réduire l'empreinte carbone des immeubles, et on y travaillera plus que jamais demain. Si on passe à la slide suivante. Pour vous donner des nouvelles d'un service qui vient d'apparaître chez Perial. On a mis en place depuis le 15 juin 2020, donc depuis 15 jours, l'épargne programmée. Et donc vous pouvez maintenant souscrire à PFO2, mais également à nos deux autres SCPI qui sont PFO et PF Franck Grand Paris de façon régulière. C'est vous qui choisissez la fréquence. Ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel, ça peut être annuel, avec le montant du versement, et ça vous permet de planifier votre épargne, et bien sûr tout ça peut être fait en ligne directement pour plus de simplicité. Pour revenir sur ce que vous disiez, Eric, donc nous avons souhaité faire ce webinaire parce qu'effectivement les contraintes nous empêchaient aujourd'hui de faire des AG physiques. On ne pouvait pas rassembler autant de personnes. Donc nous avons voulu faire ce webinaire. Les assemblées générales, comme vous mais ce n'était pas l'assemblée générale. L'assemblée générale se tiendra à huis clos, comme nous permet la réglementation. Vous avez dû recevoir chez vous l'ensemble des projets de résolution ordinaires, qui sont des résolutions très classiques. Donc nous vous invitons à en prendre connaissance et à voter par correspondance surtout. Vous devez envoyer vos bulletins de vote avant, ils doivent être reçus avant le 9 juillet 2020, puisque l'Assemblée générale de la SCPI se tiendra le 15 juillet. Et donc les bulletins de vote doivent être arrivés 3 jours avant. Et surtout, nous vous invitons également à élire les membres de votre conseil de surveillance. C'est très important. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Et donc, vous verrez, vous avez les différents candidats. Et merci de nous renvoyer vos bulletins de vote pour le 9 juillet 2020. Et donc, on en a fini sur la partie présentation. On a essayé de répondre un peu au fil de l'eau sur les questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à en poser de nouvelles et on va se les répartir. Une question toute simple, on me demande si y a un autre webinaire pour PF Grand Paris. Oui, il est juste après en fait. Donc si vous n'avez pas eu l'invitation, n'hésitez pas à aller voir. Mais il y a deux autres webinaires qui sont prévus dans la journée, un pour PF Grand Paris et un pour PFO, pour ceux qui sont également porteurs de part de ces deux autres SCPI. J'essaie de passer en revue les questions pour voir s'il y a des choses. Peut-être Loïc, une question qui est revenue plusieurs fois sur l'impact sur les valeurs d'expertise à fin d'année. Quelle est ta vision des choses? Concernant les valeurs d'expertise en fin d'année, c'est effectivement un peu tôt pour avoir des réponses. Les experts sont simplement maintenant en train de réagir à la situation. Ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché tant de l'investissement que du désinvestissement par rapport aux opérations qu'on a en cours, c'est que il y a un marché à deux vitesses du bureau qui se met, pour la partie bureau, qui se met en place, avec des zones d'attractivité fortes et des taux de vacances qui étaient très faibles avant la période de crise. Et on pense là que le repricing risque d'être très faible, tant il y a une demande à l'investissement sur ces zones. En revanche, c'est vrai que l'actif pas très bien situé, un peu moins désirable par rapport aux différentes tendances du bureau qu'on a évoquées tout à l'heure, pour être pricé d'une façon plus importante.
d'autant que si le locataire est dans une situation difficile et la durée des contrats de location est courte. Donc, plus que jamais, la qualité de l'emplacement, la qualité du locataire et la durée du contrat de location vont être clés pour soutenir nos valeurs d'expertise. En tout cas, c'est notre conviction chez PRL Asset Management. Pour la partie commerce, il y en a une partie assez faible sur PFO2, mais qui existe. Tout va dépendre également de la durée des contrats de location. Donc, nous travaillons énormément aujourd'hui. On peut avoir des grandes chaînes. J'ai vu qu'il y avait passé une question, notamment sur quelle typologie de commerce on peut avoir. On a par exemple une chaîne de restauration que je ne vais pas citer parce que la négociation est en cours, mais on avait des contrats d'une durée de 4 ans sur une quinzaine de sites que nous sommes en train de passer à 12 ans ferme. Donc tout ça va soutenir très significativement les valeurs d'expertise commerce, même si on s'attend à une remontée des taux de capitalisation de la part des experts sur les commerces. Tout dépendra et de l'emplacement et de la qualité du commerce et sa capacité à avoir pu anticiper ou prendre le mouvement du e-commerce également. Enfin, pour l'hôtellerie, on ne s'attend pas à des évolutions très significatives. On pense qu'il y a une problématique indéniablement structurelle aujourd'hui d'étalement de loyers et de redémarrage des activités. Et pour les hôtels qui sont à la fois bien situés et avec des exploitants de qualité et des durées de contrats de location très fortes, on ne devrait pas voir une évolution extrêmement importante des taux de capitalisation. Merci Loïc. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde. Les gens qui n'ont pas reçu leur bulletin de vote, je pense qu'ils vont arriver. Hein. Ils ont été envoyés il y a maintenant plus d'une semaine, donc il n'y a pas de raison. Normalement, ça devrait arriver. Est-ce que les espaces de coworking pour faire partie des actifs de PFO2, on en a déjà quelques-uns. Donc Loïc, je te passe la parole également sur le sujet. Oui, on a notamment à Amsterdam un très bel actif avec Spaces, donc qui est une filiale de coworking du groupe IWG Regus, très solide, qui paye ses loyers. En l'occurrence, nous avons également dans le parc une filiale du groupe Knotel Space Management qui également paye ses loyers. Les espaces de coworking sont à géométrie variable. Il y a notamment ce qu'on appelle le corpo working, c'est le cas d'Amsterdam, où une société ou 2 ou 3 grandes sociétés peuvent prendre les surfaces à bail auprès du coworker de façon à leur assurer à la fois de la souplesse et gérer une problématique de groupe projet ou d'accroissement temporaire d'activité. Ou donc c'est le cas de celui d'Amsterdam, ou celui que nous avons à Neuilly avec Space Management est plus concentré sur des très petites entreprises. Donc là, il y a pu avoir bien entendu des difficultés à l'encaissement des loyers sur le deuxième trimestre, mais nous avons des locataires solides et avec un lissage des loyers sur le troisième trimestre et le quatrième trimestre, leur activité redémarre actuellement. Donc c'est une tendance. On ne va pas se surexposer à ce sujet coworking. Néanmoins, c'est une tendance de fond. Elle est réaffirmée dans la demande de nos locataires, de nos clients, d'avoir de la souplesse. Dans un immeuble multilocataire, ça permet également d'apporter quelque part du service aux autres locataires de l'immeuble qui peuvent eux aussi jouer un petit peu avec les surfaces du coworker sans avoir besoin de donner congé sur leur surface principale. Donc pour nous, sur un actif de grande taille, on a le cas également à Amsterdam sur un autre actif. Donc Adam Smith, c'est quelque chose de très utile en termes de production de services. Merci Loïc. J'avais vu une question, je pense qu'il était pour Anne-Claire plutôt, qui disait en gros 41% d'immeubles labellisés. Est-ce que ça veut dire que les autres immeubles ne sont pas vertueux sur le plan environnemental? Est-ce que tu peux répondre à ça, Anne-Claire? Alors oui, alors 100% des actifs sont inscrits dans la démarche de performance environnementale donc pour PFO2. Donc ça, c'est des objectifs que nous sommes fixés.
il y a 2 autres effectivement chiffres que j'ai montrés qui sont l'alignement par rapport au décret tertiaire qu'il a une démarche réglementaire et la labellisation sont des démarches volontaires. C'est-à-dire que les porteurs de projets peuvent avoir la volonté d'aller plus loin et d'avoir une labellisation qui est reconnue à l'échelle nationale ou internationale, ce qui est le cas notamment de HQE, de BREEAM, de LEED en construction ou en rénovation. Donc sur le patrimoine de bureaux de PFO2, donc plus de 40% des actifs ont, en plus de leurs objectifs de performance, dont les moins 40% en énergie, les moins de 30% en eau sous 8 ans, ont un label qui valorise des performances exceptionnelles. Donc ça, vous pouvez retrouver ça notamment sur le site avec la cartographie des immeubles qui précise en fait quels sont les labels, quelles sont les réglementations thermiques qui sont appliquées à chacun des actifs. Donc c'est vraiment une démarche qui va au-delà des objectifs que nous sommes fixés et des démarches réglementaires. Ça valorise la qualité, soit de la construction de la rénovation, soit de l'exploitation du site. Mais en tout cas, sachez que évidemment, 100% des actifs sont inscrits dans ces objectifs de moins 40% d'énergie et moins 30% en eau, et qu'en plus, 100% des actifs sont cartographiés selon leur performance ESG, et tout ça étant nécessaire pour prétendre au label ISR. Merci Anne-Claire. J'ai vu une question sur notre ambition sur l'Europe du Nord. Quote part d'investissement en Europe du Nord sera-t-elle plus significative à moyen terme? Alors, on aimerait bien, mais c'est des petits marchés. Déjà, on ira exclusivement sur les marchés d'Europe du Nord qui sont en zone euro. Donc, les Pays-Bas, si vous considérez que c'est l'Europe du Nord, la Finlande, l'Allemagne, mais au-delà des Pays-Bas et de l'Allemagne, les autres marchés d'Europe du Nord sont des tout petits marchés immobiliers, donc augmenter la part significativement, c'est compliqué. Je regarde s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Prévision chiffrée des taux d'occupation pour T2, T3 et T4. C'est compliqué, alors... je ne sais pas ce que tu en penses Loïc, mais il ne devrait pas y avoir d'évolution. Les choses ne bougent pas si vite que ça en matière de bureau, comme c'est une SCPI de bureau. Alors, déjà, tu l'indiquais dans ton introduction, nous avons des clients qui, de par la situation aujourd'hui, ont un peu gelé les départs qu'ils avaient pu envisager. Donc, nous avons eu des demandes de report, ce qui a tendance à soutenir notre taux d'occupation pour cette année. En revanche, nous savons pertinemment qu'un certain nombre de directions immobilières ont des réflexions à l'heure actuelle pour infléchir ou modifier leurs implantations, ou les volumes de mètres carrés, la typologie des mètres carrés, etc. Donc, tout cela ne va pas avoir un impact sur l'année 2020 ou tout à fait à la marge, puisque les durées de préavis sont de 6 mois minimum sur les contrats de location, et nous sommes déjà au 1er juillet aujourd'hui. Donc, je suis plutôt confiant, même très confiant, sur les taux d'occupation financiers et réels sur le 3e et le 4e trimestre. Nous avons à travailler sur les années 2021-2022, et c'est ce que font les équipes d'asset management à l'heure actuelle, et nous profitons des discussions que nous avons sur les loyers du 2e trimestre pour anticiper les break options et les éventuelles velléités de départ de certains locataires pour les pérenniser sur les actifs ou les accompagner pour les transférer sur un autre actif du fonds ou adapter les surfaces qu'ils louent à leurs besoins. C'est avec ce travail d'anticipation que nous allons maintenir des taux d'occupation réels du parc à un niveau très élevé. Avez-vous une visibilité sur les 10 ans à venir? C'est une question qui est très difficile à répondre, surtout en ce moment, vous imaginez bien. Par définition, c'est toujours très difficile à répondre à ce genre de questions. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que l'immobilier de bureau, les bureaux ont toujours existé et qu'ils ont toujours su s'adapter. Je pense que Loïc a beaucoup répondu à cette question dans la première partie de la présentation. Donc pour nous, PFO2 aujourd'hui est en avance sur les autres SCPI, puisque Anne-Claire vous a parlé du décret tertiaire.
à l'horizon 2030, l'ensemble des propriétaires d'immobilier commercial devront avoir fait baisser les consommations énergétiques de leurs immeubles de 40%. PFO2 fait déjà cela en fait. PFO2 n'a pas besoin de mettre en place des transformations pour opérer cela, puisque c'est dans son ADN depuis la création de PFO2. Et donc, on est très confiant sur l'avenir de PFO2 parce que PFO2 a toujours été en avance sur son temps. Elle a été créée avec une idée qui était en avance sur son temps et donc elle saura s'adapter aux évolutions du marché. Je regarde s'il y a d'autres questions. Question importante peut-être sur les reports de loyer sur le et l'impact sur les dividendes. Comme je l'indiquais tout à l'heure, l'immense majorité des reports de loyer qu'on a octroyés sont concentrés, donc ça représente à peu près 10% des loyers du deuxième trimestre, sont concentrés sur le troisième trimestre et le quatrième trimestre de cette année. Donc ça n'a pas d'impact de report sur l'année 2021. Cet effet de report sur l'année 2021 est tout à fait à la marge à l'heure actuelle. Alors j'ai une question auquel j'ai répondu déjà, mais je vais y répondre. Envisagez-vous de tirer sur les réserves pour maintenir les dividendes? Oui, si on a besoin, oui. Pour l'instant, on ne sait même pas si on va en avoir besoin. La SCPI se comporte bien, mais si on a besoin de tirer sur les réserves, on les a constituées depuis 3 ans, on les a réaugmentées depuis 3 ans de façon raisonnable. On n'est pas sur des réserves gigantesques, mais justement pour ça. Donc si on a besoin au T3 et au T4 de compenser, puisqu'en fait, il faut que l'AG soit passé pour qu'on puisse distribuer du dividende. C'est pour ça que je disais T3 et T4, du report à nouveau. C'est pour ça que je disais 3 et T4, mais si on a besoin de ça pour éventuellement maintenir le dividende, on n'hésitera pas à le faire, bien entendu. Il y a Yann, deux, trois questions autour des cessions d'actifs. Peut-être préciser une chose, donc on n'a pas d'obligation de céder nos actifs, donc on le fait dans le cadre d'une politique d'asset management saine et par anticipation des tendances de bureau qu'on a évoquées en première partie de cette présentation. Donc, ce qui se produit souvent dans les métropoles et métropoles régionales, la livraison d'une nouvelle ligne de tramway ou de métro va décaler les zones d'attractivité du bureau. Et très clairement, aujourd'hui, si on n'est pas connecté à un réseau de transport, c'est une vraie difficulté derrière pour relouer les actifs immobiliers à des niveaux de loyer significatifs. Donc, tout le travail qu'on va mener, nous, c'est d'anticiper l'évolution de ces réseaux de transport. On le fait notamment sur le Grand Paris, mais c'est valable sur l'ensemble des métropoles. Il y a vraiment des investissements extrêmement importants ces dernières années et actuellement sur les réseaux de transport pour bouger nos actifs immobiliers, vendre des actifs au fur et à mesure qui nous semblent se décaler par rapport à un marché qui évolue. Et notre politique d'investissement également permet de se replacer sur les bonnes zones. Un autre point qui rentre en ligne de compte dans nos arbitrages, c'est effectivement si on a le sentiment qu'à 3 ou 4 ans, on peut avoir un risque sur un locataire et peu de potentiel de valorisation de l'actif, tant qu'on peut le céder dans des bonnes conditions, on en profite tout en ayant vérifié préalablement que et avec la collectivité locale et avec les documents d'urbanisme actuels, on n'a pas la possibilité de travailler des constructibilités résiduelles, une valorisation de l'actif qui permettrait de dégager plus de valeur que la cession. Et un dernier point à l'heure actuelle, puisque le marché se cherche un peu, bien entendu, par rapport à la situation, si on devait, sur certains actifs, avoir des mauvais pricing, bien entendu, on n'irait pas jusqu'à la cession de ces actifs si nous n'en sommes pas convaincus. Quelques petites questions. Réserve combien de mois d'année de rendement? Je l'ai dit tout à l'heure, mais 45 jours, donc ça fait à peu près 1 mois et demi de résultats, c'est en pourcentage de résultats. Vous ne répondez pas aux questions relatives à la valorisation de la part. Il me semble que si, mais bon, je vais revenir dessus. Sur la valorisation de la part, donc c'est un peu technique. Vous savez que le prix de la part n'est pas fixé par une confrontation d'offre et de demande comme une part d'action, par exemple, comme une action, mais dans un tunnel de reconstitution, autour de la valeur de reconstitution. C'est pour ça qu'on vous présentait tout à l'heure la valeur de réalisation de reconstitution. Donc aujourd'hui, la valeur de reconstitution est à 200 €.
et alors que la valeur de part est à 196 €. Et donc, on a une marge de plus de 11% avant qu'on soit contraint réglementairement de baisser la part. Donc pour nous, compte tenu de ce que vous a dit Loïc sur les valeurs d'expertise, on n'a pas de crainte sur d'éventuelles baisses de valeur de part sur PFO2. Et par contre, j'avais vu une question également sur savoir si on allait augmenter la part, du fait qu'on était plutôt effectivement plus bas dans le tunnel. Pour l'instant, on estime que c'est pas le bon moment dans tous les cas, parce qu'on veut voir ce qui va se passer sur le restant de l'année et voir comment les expertises vont évoluer avant de bouger cette valeur de part. La position de la part de PFO2 nous convient très bien en ce moment. Il y a des questions d'ordre locatif. Une première sur notre confiance sur le maintien des niveaux de loyer pour les années à venir. En fait, ça rejoint un petit peu la segmentation du marché que je vous indiquais tout à l'heure. On est confiant sur une partie du parc et on est moins confiant sur une autre partie du parc immobilier en général. Et donc, c'est le travail qu'on doit mener dans nos acquisitions et nos cessions d'actifs pour être parfaitement alignés sur ce marché à 2 vitesses qui s'installe dans des zones qui sont très demandées, où la demande locative est soutenue et qui peut même entraîner des poursuites de hausse de loyer, en tout état de cause, pas de baisse significative, avec des bons maintiens de valeur, et d'autres secteurs qui vont être clairement moins demandés, car éloignés des transports, avec des actifs qui ne répondent plus aux demandes de nos clients et qui clairement pourraient voir leur niveau de loyer s'étioler dans le temps. Donc, c'est clairement notre travail d'acquisition-cession en grande partie qui peut répondre à cette question, ou de redéveloppement des actifs si l'emplacement est pertinent, mais en revanche, sa structuration ne l'est plus. Une autre question sur la demande pour réduire le nombre de mètres carrés. À ce stade, on n'en a pas reçu beaucoup et beaucoup plus que d'habitude. Il y a toujours, bien entendu, des preneurs qui rationalisent leur parc immobilier. On n'a pas des demandes massives de réduction de nombre de mètres carrés. Il y a des réflexions pour organiser différemment les mètres carrés au sein des immeubles, notamment à travers l'avènement significatif du télétravail, donc avec des preneurs qui installent beaucoup plus de flex office et qui travaillent autour des flex office d'une façon beaucoup plus importante. La qualité des espaces de travail informels, les salles de réunion, les salles de créativité, les lieux communs, les espaces de restauration, etc. Donc, il y a un vrai travail en profondeur de réaménagement des espaces de travail. Ça, c'est vraiment une tendance de fond. Sur des réductions massives de mètres carrés, on n'a pas ce type de demande à ce stade, on en aura un petit peu. Et encore une fois, on vous donnait la durée des contrats de location. La structuration du parc de PFO2 fait que les demandes arrivent progressivement dans le temps chaque année, ce qui permet d'étaler et de réduire, si vous voulez, le traitement de ce type de questions. J'ai vu une question également sur si l'essentiel des acquisitions à l'étranger sont en Allemagne et aux Pays-Bas, comment se fait-il qu'elles ne représentent que 18% des revenus de l'étranger? Parce que en fait, PFE2 est une très grosse SCPI de 2,4 milliards. On collecte à peu près 200 millions par an. Donc avant de faire monter ce chiffre, ça prend pas mal de temps en fait. Donc notre objectif c'est de l'augmenter, mais forcément ça va augmenter doucement du fait de la taille très importante de PFO2. Pensez-vous pouvoir compenser la baisse tendancielle du rendement pour se rapprocher d'un rendement plus proche de 5%, voire plus à moyen terme, comme ils parviennent d'autres SCPI avec le profil de risque similaire? Je ne pense pas qu'on ait eu des profils de risque similaires. Je ne pense pas du tout. On est la seule SCPI qui a intégré la partie environnementale et ce décret tertiaire notamment qui va coûter très cher aux gens qui ne l'ont pas intégré. On a un profil de risque bien inférieur sur PFO2. On a des immeubles qui sont prêts à affronter l'avenir sur PFO2, qui sont situés tous dans des grands villes d'Europe. Sur les 2,4 milliards, il faut savoir que sur les 2,4 milliards d'actifs, il n'y a que 5% des actifs qui ne sont pas dans des grandes métropoles européennes. Et donc on a une SCPI résiliente et solide. Comme je disais encore une fois,
la moyenne dont vous parlez de plus de 5%, c'est pas la moyenne du marché des SCPI de bureau, loin de là. La moyenne des marchés des SCPI de bureau, c'est 4,28%. Et donc avec 4,61 l'année dernière sur PFO2, on a fait bien plus que le benchmark de l'IEIF. Et donc on est sur une performance sur PFO2 qui est vraiment meilleure que celle du marché des SCPI de bureau. Pour compléter sur le sujet des valeurs d'expertise et du décret tertiaire, le fait qu'il y ait une réglementation aujourd'hui très claire avec une trajectoire, et le fait également qu'à compter de 2021, fin d'année 2021, il faudra joindre aux cessions d'actifs un certificat d'état d'avancement de l'actif immobilier par rapport à la trajectoire 2030 qui est fixée par le décret, va forcément avoir des impacts sur les valeurs d'expertise des immeubles, notamment au moment des cessions d'actifs. Et très clairement, à partir du moment où ceux-ci sont bien positionnés, on vous indiquait qu'on a déjà 84% du parc qui est conforme à cette trajectoire 2030. Très clairement, on soutiendra très fortement les valeurs d'expertise par rapport à ceux qui seraient en décalage. Ces certificats joints aux ventes vont être très importants pour faire émerger cette green value. J'ai vu une question qui me plaît bien, rester SCPI verte leader et devenir la première en termes de dialogue avec les associés sur un bel objectif pour les 10 prochaines années. Je suis complètement d'accord avec vous et ça nous va très bien et je pense que c'est notre objectif effectivement pour PFO2, de rester leader et de voilà. C'est l'avantage de la crise est source d'opportunités. Effectivement, on n'avait jamais pensé avant à faire ce genre d'exercice avec vous. Et on voit qu'on a beaucoup plus de participants qu'aux AG physiques notamment. Donc, je pense qu'on pérennisera à l'avenir ce genre d'exercice parce que ça permet effectivement d'avoir un lien direct avec vous et c'est très important pour nous. Vous avez dû voir que dans nos bulletins trimestriels et semestriels, on met de plus en plus d'éléments. Quand vous avez des demandes, parfois vous nous faites des demandes, on essaye d'intégrer, voilà, on essaye d'être le plus transparent possible avec vous sur la manière dont la SCPI est gérée, dont les immeubles sont gérés. Donc c'est quelque chose, oui, très important pour nous. Il y a un complément de propos sur une question par rapport à mon propos précédent sur l'impact du décret tertiaire. Je citais 84% des actifs qui sont d'ores et déjà complètement dans la ligne de ce que produit le décret tertiaire. Les 16% restants, c'est pas qu'ils sont complètement décalés, ils sont sur une trajectoire d'amélioration pour atteindre également les objectifs du décret tertiaire. Donc nous y travaillons en deux phases. Une première phase de ce qu'on appelle du commissioning ou du rétro-commissioning d'actifs immobiliers, c'est-à-dire du réglage d'installation, de la signature d'annexes environnementales de Beauvert avec nos clients et de démarches d'amélioration dans la conduite des installations, donc en collaboration avec nos clients, les property managers sur le terrain. Et il y a une deuxième phase, c'est au moment où le locataire bouge, où on renégocie le contrat de location, où des CAPEX peuvent être injectés dans l'actif immobilier. Enfin, il peut y avoir une dernière phase. Il y a quelques actifs qui sont en cours de cession qui, pour nous, ne correspondent plus aux objectifs très ambitieux qu'on a sur 2030. Et donc, on peut procéder également dans ce cas de figure par voie de cession. Peut-on avoir l'information dès que c'est connu du montant et de la date de versement des dividendes? Je peux déjà vous donner la date de versement des dividendes, ce sera le 25 juillet, donc, comme tous les ans, et le montant, on devrait le connaître d'ici une semaine, une petite semaine, je pense. Je pense qu'on approche de la fin. Je vais peut-être repasser la parole à Eric pour conclure. Eric, tu es en muet. Voilà. Merci à tous de votre présence, de votre participation, de vos échanges. Je vois que vous êtes nombreux à privilégier ce mode de communication et à vouloir qu'on aille un petit peu plus loin. Ça sera notre objectif et je pense que nous allons pouvoir le faire régulièrement. Pour la question en ce qui concerne les assemblées générales, nous ne pouvons pas encore les tenir de manière électronique, mais nous allons y travailler également de manière à ce que vous puissiez donc participer et voter à l'avenir pour votre SCPI PFO2. Alors, pour répondre à la question où la vision de PFO2 dans 10 ans, moi je pense que PFO2 aura déjà au moins plus que doublé de taille, sera une SCPI qui sera résolument européenne,
Elle aura bien évidemment obtenu le label ISR Immobilier, donc investissement socialement responsable, qui est notre objectif pour 2020 et 2021 dès que le label sera sorti. Et ça sera une SCPI au patrimoine vertueux, donc qui sera le plus bas de carbone possible, qui sera également avec un patrimoine qui sera inscrit dans la dynamique des métropoles européennes et qui sera durablement inscrit dans son environnement et qui prendra également en compte toutes les parties prenantes, c'est-à-dire nos clients locataires, les associés, vous, clients associés, mais également les distributeurs, les conseillers, de manière à ce que nous puissions interagir en communauté, de pouvoir également trouver des liens entre vous, épargnants, la location, les immeubles de bureaux, et que vous puissiez en tout cas être, pouvoir, lorsque vous donc balader dans les grandes métropoles, pouvoir en tout cas voir quels sont les immeubles qui appartiennent à votre SCPI. Et là, nous accélérons également les services digitaux que nous allons vous proposer également prochainement. Et puis, en tout cas, je vous invite également à souscrire à l'épargne programmée, qui est un véritable plus également dans la SCPI. Et puis, bien évidemment, surtout, n'hésitez pas à renvoyer donc vos votes par correspondance. Et nous essaierons là aussi d'avoir une société qui pourra avoir une gouvernance la plus inclusive possible en intégrant toutes les parties prenantes. Voilà, je vous remercie. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Et puis, nous allons donc démarrer le webinar de PF Grand Paris dans quelques minutes. Au revoir, merci et à bientôt et bon été.